Du modèle de développement marocain, appeler les choses ou non, comment le réformer, est un débat qui a eu pour point de départ, ça a été rappelé à de très nombreuses reprises durant cet après-midi, un discours royal du 13 octobre. Mais je rappelle que ce discours a été prononcé suite à une année entière de protestations extrêmement vives sur le terrain, donc il y avait une pression sociale extrêmement forte. Et dans ce discours, le chef de l'État prenait acte de l'impasse dans laquelle se trouve non seulement l'économie nationale, mais en fait le modèle de développement. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le modèle de développement tout entier qui a été considéré comme dépassé. Donc si on veut savoir comment se manifeste cette impasse, il y a différentes façons de l'illustrer. Certaines sont très faciles à mesurer. Donc il y a ce qu'on appelle le déficit jumeau, celui de la balance des paiements, et celui des dépenses publiques, le déficit du budget de l'État. C'est un déficit qui se cumule et qui se traîne sur les années, qui ne fait que s'aggraver, qui déjà à lui seul montre qu'il y a un malaise quelque part. Les comptes de la nation ne font que s'aggraver. Un niveau élevé du chômage des jeunes, et puis une persistance dépendante de la dépendance de l'économie vis-à-vis des aléas climatiques, et ce, malgré pratiquement 10 ans de plan marocain. D'autres indicateurs de cette impasse dans laquelle se trouve le modèle de développement sont plus difficiles à mesurer, mais on sait qu'ils sont là, et qui sont des indicateurs assez graves. Celui de la fuite des cerveaux, elle a été très bien exposée tout à l'heure, et celui aussi de la fuite des capitaux. La thèse que moi je voudrais défendre devant vous aujourd'hui est la suivante, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment le modèle de développement du Maroc qui est obsolète, mais autre chose. Ou plutôt, si on considère que le modèle de développement est un ensemble de choses dans lequel il y a un modèle économique, un modèle politique et un modèle social, ce qui est le plus gravement en panne et le plus gravement bloqué au Maroc, et qui est probablement l'origine du reste, c'est le modèle politique, qui est gravement en cause. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, on trouve qu'a priori, le modèle correspond généralement aux standards de ce qui a marché. C'est un modèle libéral, c'est une économie ouverte, c'est une économie qui a accepté de s'inscrire dans la mondialisation, et quand on voit le budget de l'État, on se rend compte que ce budget de l'État, il fait une très large part aux secteurs sociaux, éducation, santé et autres. Donc, normalement, le modèle dans sa vision théorique n'est pas en cause. Par contre, quand on rentre un peu plus dans l'examen de ce modèle, on s'aperçoit que c'est un modèle qui a été très largement perverti. Il est libéral, mais on sait tous que le succès d'une économie libérale dépend de façon étroite de l'existence d'un état de droit, c'est-à-dire de la sécurité des droits. Droit de propriété, droit application des contrats et autres. Or, nous savons que l'état de droit est une chose à laquelle nous ne sommes pas arrivés. La question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi nous ne sommes pas arrivés. Donc c'est une économie qui est ouverte, mais dans laquelle on ne peut pas dire qu'il s'exerce une concurrence loyale, puisque les poches de concurrence déloyale sont énormes. Économie informelle contre économie formelle, contrebande et sous-facturation contre importation légale, importation de pays qui exercent le dumping contre industrie nationale. En fait, elle est ouverte, mais elle est très largement pervertie elle aussi. Donc, on s'est mis dans une mondialisation, mais on se rend compte que l'État marocain ne défend pas beaucoup ses entreprises quand elles sont victimes de démarches de dumping largement soutenues par d'autres États. La Turquie est un cas aujourd'hui clair au Maroc. Donc, et puis, on voit qu'il y a bien une large part qui est faite aux dépenses sociales dans le budget de l'État, mais avec un retour sur investissement catastrophique. Et là, l'échec dans les secteurs sociaux a abouti à ce que moi j'appelle la double peine. C'est-à-dire que beaucoup de ménages marocains ont déjà contribué par leurs impôts à financer des systèmes d'éducation et de santé, mais la faillite de ces éducations fait que les classes moyennes, en tout cas pour parler d'elles, sont obligées de financer une deuxième fois les soins d'éducation et de santé de leur famille, et cette double peine explique beaucoup la raison pour laquelle le pouvoir d'achat
de ces classes moyennes a été érodée et pourquoi ces classes moyennes sont en train d'être laminées, avec des conséquences très fortes sur l'équilibre et la stabilité politique du pays. Donc, ma thèse ici, c'est qu'en réalité, ces difficultés sont le résultat d'une volonté politique. C'est-à-dire que, selon qu'on veut être optimiste ou pessimiste, on peut au moins dire qu'il n'y a pas eu de grande volonté d'établir un état de droit, de démanteler le système des rentes, ou bien on peut même dire, et c'est ce que je dis, c'est qu'il y a eu une volonté même politique de ne pas établir un état de droit et de ne pas démanteler un système des rentes dans ce pays. Donc, je dirais, pour choisir un terme poli, que je dirais qu'il y a une très grande réticence. Et on le sent, réticence à mettre en place un état de droit, réticence à démanteler le système des rentes, et on a eu ces dernières années un exemple qui a été extraordinaire, qui était celui du secteur des hydrocarbures. Je veux dire, le moment où le secteur des hydrocarbures a commencé à engranger des rentes absolument colossales, tout le monde le connaît. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un conseil de la concurrence qui, depuis qu'il a existé, n'avait jamais été activé. De la même façon qu'une instance de lutte contre la corruption qui n'a jamais été activée non plus. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il y a une véritable volonté politique de ne pas lutter contre la corruption et de ne pas démanteler le système de rente. Donc pour moi, le diagnostic, ce n'est pas un problème de modèle économique ou de modèle de développement, mais c'est un problème de modèle politique. Alors dans ça, il y a des exceptions heureuses. Il ne s'agit pas de dépeindre un tableau absolument noir. Nous savons qu'il y a eu des exceptions heureuses, notamment dans le règne de Mohamed VI. Il y a ce dont on nous bassine les oreilles, hein, le Renault à Tanger, PSA, Penetra, et tous les autres. Et puis d'autres. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est quand on voit que chaque fois qu'il y a un succès, on a l'impression qu'il y a aussi une sorte de syndrome d'extraterritorialité. Tous les succès se sont faits dans des cadres extraterritoriaux. Donc ce sont des zones spéciales. Donc, on fait un cas spécial à PSA, à Penetra, on fait un cas spécial à Renault à Tanger, on fait un cas spécial à Tanger Free. Et on peut se poser la question, est-ce que ça, ce n'est pas une reconnaissance implicite que le droit commun, c'est-à-dire le climat qui règne pour les autres, est la raison pour laquelle ils ne réussissent pas de la même façon? Ça y est, j'ai déjà atteint mon temps. Hein? Bon. On aurait bien aimé vous écouter plus. Donc si j'ai bien compris, le succès du modèle libéral dépend de la sécurité des droits. Et donc...